Retour en plateau pour cette seconde partie des dialogues de demain dédiés à l'eau pour Monde Nouveau. La question du partage de l'eau sera au cœur de nos échanges à présent. Face à une ressource moins disponible, je pense que tout le monde l'a bien compris, on vient de l'explorer en première partie, le partage de l'eau devient un enjeu crucial pour l'avenir des activités humaines, mais aussi des écosystèmes naturels, comme vient de nous le rappeler Charlène Descolonges notamment. Et peut-on, dans ce nouveau paradigme, continuer à prélever l'eau comme avant? Quelles pratiques doivent désormais changer pour éviter les conflits? Des méthodologies de concertation se développent sur certains territoires avec de véritables plans de sobriété. Le mot sobriété a été évoqué également, c'est un mot-clé, on va y revenir. La lutte aussi contre l'accaparement de la ressource. De surcroît, comme le souligne encore le GIEC dans son récent rapport, chaque degré supplémentaire de réchauffement équivaut à une hausse de 7% des précipitations lors d'orages et tempêtes. Et je crois qu'il y avait une alerte ce soir aussi du côté de Montpellier. Donc là, on voit qu'on est bien dans le présent, comme le rappelait à l'instant Nicolas Garcia, et pas dans le passé. Et peut-être aussi sommes-nous déjà dans le futur. On l'a vu avec cette vie sans eau dans cette première partie. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur le partage de la ressource. Une gestion durable reste à imaginer collectivement. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Langevin. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable en région Occitanie. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Éric Servat, directeur du centre UNESCO Eau de Montpellier, co-organisateur de la Biennale Euro-Africa de Montpellier qui se déroulera les 9 et 10 octobre prochains. Et nous recevons également via une vidéo préenregistrée Hilda Nabakouye, j'espère avoir bien prononcé son nom, activiste ougandaise, militante pour les droits climatiques et environnementaux, qui a fondé le mouvement Fridays for Future en Ouganda, en écho à Greta Thunberg. Elle est aussi la marraine de ce forum Monde Nouveau. Voilà. Alors, première réaction, Agnès Langevin, sur cette situation dans les Pyrénées-Orientales qu'on a évidemment déjà développée. Forcément, c'est quelque chose que vous avez regardé avec attention côté région, cette crise qui a eu lieu et qui continue d'avoir lieu, comme nous l'a rappelé Nicolas Garcia, du département 66. Alors, je vis dans les Pyrénées-Orientales également, à Perpignan. Donc, non seulement on l'a évidemment suivi, accompagné de la région, mais aussi participé à toutes ces instances de suivi, d'information, mais aussi de gouvernance de cette crise qui, alors je pense que Nicolas a dû en parler, qui traduit à la fois un processus d'aridification, mais aussi un déficit cumulé depuis plus de 7 ans, avec des restrictions donc, qui sont imposées depuis le mois de mai. Donc une situation vraiment voilà, particulière, mais qui nous engage et qui nous oblige pour opérer des transformations vraiment structurantes, avec ce premier pilier qui a bien été rappelé, qui est celui de la sobriété. Et donc, pour avoir assisté à une réunion du bilan il y a 15 jours avant le départ du préfet, on a collectivement donc réduit les consommations d'eau dans les Pyrénées-Orientales de 30% sans avoir vraiment de nouvelles solutions technologiques mobilisées. Donc ça, c'est une solution court terme, c'est le mot qu'a employé aussi Nicolas Garcia tout à l'heure. Et il y a aussi ces solutions moyen et long terme qui semblent quand même plus structurantes, plus intéressantes pour éviter de prochaines crises. Et là, forcément, du côté région, j'imagine que vous y travaillez. Alors, on a d'un côté, bien sûr, actionné, réactualisé un plan stratégique régional pour l'eau, sachant que les régions, en termes de compétences, c'est plutôt le grand cycle de l'eau, avec le volet sobriété, mais aussi tout le volet milieu, préservation de la biodiversité, préservation, voire restauration des milieux aquatiques, qui sont aussi ces solutions fondées sur la nature qui permettent d'améliorer la résilience et de réduire le risque et les vulnérabilités. Donc il y a tout un pan de l'action régionale qui vraiment est axé, mobilise des financements importants pour la préservation des milieux. Ensuite, il y a l'autre aspect qui est extrêmement important, qui est de sécuriser bien sûr les ressources, notamment en faveur
de l'agriculture. Donc vous connaissez les projets structurants, Aquadomicia et sur le côté ouest de la région, donc tout le système Nest Adour, pour faire en sorte que les sécurisations, mais aussi les modes de tarification, les modes de gouvernance de ces structures, que sont des réseaux hydrauliques régionaux, puissent venir assurer aussi cette régulation et cette adaptation au changement climatique. Il y a l'autre versus aussi qui est l'exemplarité de la région, c'est-à-dire nous, notamment dans nos lycées, mais pas que, nous appliquer une réduction aussi drastique des consommations d'eau que nous avons fixées à l'horizon 2030 à moins 20% de nos consommations d'eau. Il y a tout l'aspect concertation. Et ça, c'est un point important. Ça, c'est un point important, que ce soit nos concitoyennes ou nos concitoyens, les principaux acteurs du monde de l'eau, je ne vais pas tous les citer, mais aussi de pouvoir, ça s'est exprimé tout à l'heure, à la fois bien connaître son patrimoine en matière d'eau, avoir des récits aussi partagés pour finalement s'impliquer aussi à l'échelle de son bassin, à l'échelle de sa rivière, à l'échelle de son quartier, s'impliquer dans des solutions qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Et il y a le dernier point qui est là, très important, c'est pas uniquement d'avoir une politique en matière de l'eau, du grand cycle de l'eau, mais faire en sorte que toutes nos politiques d'aménagement, de développement économique, de tourisme aient ce curseur de la sobriété et de la sécurisation de la ressource en eau, ce qui veut dire, et ça a été évoqué, transformer vraiment nos pratiques agricoles, aider à la transformation des pratiques agricoles, muter de modèles touristiques, aménager nos villes différemment. Voilà, donc c'est vraiment ce travail de transformation, de bascule de nos modèles de production, de développement vers évidemment un modèle qui soit soutenable du point de vue de la ressource en eau. Éric Servat, peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre par rapport au plan haut de la région. Ça vous semble suffisant? Est-ce qu'on va assez loin par rapport aux enjeux qu'on a entendus précédemment? Alors moi, ce que je trouve de tout à fait intéressant, déjà dans un premier temps, c'est que, bon, d'abord, il existe aussi un plan national qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui a le mérite d'exister enfin, je dirais, puisqu'on évoquait tout à l'heure notamment la question de la réutilisation des eaux usées traitées. Et c'est une des perspectives qui est ouverte dans le cadre de ce plan eau national. Donc on voit que même s'il y a... Ça bouge un peu. Voilà, ça bouge et je pense que c'est important. Et dans ce que dit Madame Langevin, il y a quelque chose que je trouve extrêmement important aussi finalement, c'est que trop souvent on entend on entend des constats. Et puis derrière ces constats, on oublie qu'il y a en fait plein de gens qui travaillent. Et chacun dans son rôle, c'est-à-dire que les politiques prennent un certain nombre de décisions, essayent de se projeter à moyen long terme, avec notamment ces plans, le plan de la région. Vous avez des ingénieurs dans les compagnies, dans les sociétés qui travaillent. On a évoqué les projets d'aménagement Aquadomicia. Regardez BRL, ils font énormément d'efforts, beaucoup de travail. Donc, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est ça. C'est qu'au-delà du constat, alors on dit toujours, oui, évidemment, les choses, ça ne va pas assez vite, il faut faire plus, etc. etc. Oui. À un moment donné, il faut aussi être capable de mettre en place des changements, des modifications qui soient acceptées. Si ce que vous proposez n'est pas accepté, ça ne marchera pas. Et ça, c'est la question de la gouvernance aussi et de l'acceptabilité des mesures. La proposition de la gouvernance, c'est la partie de ce qui est aussi la pédagogie qui est nécessaire. Alors vous me direz, la situation est telle qu'il n'y a pas besoin de pédagogie. C'est faux. Parce que la situation est telle que vous avez besoin de faire des changements qui sont des changements importants. Et si vous ne faites pas de pédagogie, ça ne marchera pas. On va y revenir sur cette question centrale de la gouvernance. Mais je voudrais un dernier constat avant de poursuivre nos échanges avec Hilda Nabakouyi en vidéo qui va nous présenter les impacts du changement climatique qu'elle observe au quotidien en Ouganda où 8 familles sur 10 n'ont toujours pas accès à l'eau potable. On l'écoute en vidéo. During my childhood, I initially observed the impacts of climate change when the rainfall intensified to the extent that my streets were submerged, rendering roads impassable for vehicles. I distinctly recall the initial occurrence of this event, as I was unable to journey to school due to the inundated roads. This prompted my concern about potential repercussions from my teacher for arriving late, leading me to decide not to attend school that day.
During that period, my father and grandmother reassured, stating this rainfall will subside and conditions will return to their usual state. However, merely 3 days later, we encountered similar intense rainfalls, resulting in my absence from school once again. With each passing year, the intensity of these rainstorms has escalated, leading to widespread flooding of both our lands and our homes. The overflow of water to the surface has additionally given rise to health concerns. These heightened weather patterns have also significantly impacted the dry season. Prolonged periods of drought have rendered the land parched and sweltering, depleting water sources in streams and causing our crops to wither. As I speak, my country is experiencing droughts and floods at the same time. This is the first time in 3 years the 9 districts of northern Uganda face the worst food crisis level. I shared a video on my Instagram and TikTok accounts showing villages in Uganda submerged by floods. In 8 out of 10 families without running water, it is the girls who work for hours and hours each day in the dry season to find and collect water. According to UNICEF, girls spend 200 million hours a day collecting water. I'm going to repeat that number just so you know I wasn't mistaken. I said 200 million hours a day. 200 million hours a day. That's around 25 million girls. And by 2030, it's estimated that water insecurity will skyrocket, displacing 700 million people, and most of them will be girls and women. I missed months of schooling because of climate change. I have vivid memories of my grandmother who experienced profound loss, and we gradually sold our animals, one after the other. And piece by piece, our land was relinquished until only our house remained. Our actions were driven by the necessity to simply endure. I recall my grandmother vocalizing her thoughts, questioning, what have we done to deserve this weather's curse? As a child, I was overcome with fear about the plight my family was facing. Thankfully, we managed to endure and continue to do so. I was fortunate enough to complete my education. However, many families in my vicinity are not even granted the opportunity to survive. It wasn't until university that I gained a comprehensive understanding of climate change, finally comprehending the catastrophic climate events that were affecting us. We were not cursed. No, not even once. The anguish we experience stems from a framework rooted in inequity. A framework that draws resources from our planet to enrich affluent nations, disregarding the welfare of all individuals in the global south. The ones least accountable for climate change are the ones who undergo its most severe repercussions. Despite emitting less than 4% of carbon emissions, Africa shoulders the heaviest burden of environmental catastrophes. Within this context, my homeland Uganda ranks the 12th most susceptible nation to the impacts of climate change. I am telling you this because the repercussions on individuals' lives, especially those of girls in regions of the world's southern hemisphere, are not merely a concern for the future. They are already a reality. Climate change disproportionately affects women and girls with the earliest and harshest impacts. If the present patterns persist as of 2025, climate change will be responsible for preventing 12.5 million girls from attaining an education annually. This outcome is truly regrettable. I suggest a climate change remedy accessible to everyone present, granting education to girls,
furnishing girls with a 12-year span of high-quality education stands as an exceptionally potent, though overlooked, tactic in combating climate change. My own understanding of climate change was cultivated through online resources, and now I stand before people, envision the heights I could reach if guided by expert education. If governments, backed by your collective support as the international community, channel their endeavors into providing education to girls, it will not solely expedite the ongoing worldwide initiatives aimed at combating climate change by fostering green energy technologies, resources, and products. It will also bring about a transformation in the ecosystems that initially gave rise to the climate crisis. Providing education to girls that includes gender-neutral and climate education provides girls with tools to survive. And education empowers girls to advocate for climate justice so we can lead, organize strikes, organize our communities to fight and defend our lands. This isn't a theory. It's not hypothetical. I am a living example of this. Thanks to my education, I gained the understanding and self-assurance to establish Fridays for Future Uganda. Our organization is a collective of young individuals who are wary of hollow commitments and refuse to idly observe as our prospects are eroded by rainfall or as our chances for well-being and success evaporate under the scorching sun. We mobilize funds to engage in local initiatives aimed at addressing the repercussions of the climate crisis. We visit schools to conduct education sessions concerning the climate change challenges that we confront. We orchestrate workshops on cultivating sustainable food gardens, enabling families to enhance their food security. By employing specific techniques, we can conserve water, enhancing agricultural production even during periods of inadequate rainfall. Furthermore, I coordinate protests to send a clear message to both local community and the government that our generation will not tolerate ventures like the oil pipeline that is traversing my country, Uganda and Tanzania. This project's path includes a segment, 1/3 of it, through the Lake Victoria water basin. This is jeopardizing a crucial water source, food supply and livelihood foundation for over 40 million people. We are not cursed, we are not voiceless, but we are arrested, silenced and victimized. And so that's why I give talks at events like this, because we need immediate action on a global scale. And that begins with you, the people of the global north. Each of you needs to consider what your power, your resources, your influence can do to change the trajectory of global warming and man-made environmental pollution. Just imagine if girls everywhere in school, instead of collecting water or instead of being married too young, millions of girls' lives would have a better shot at saving their lives and the lives of their children when climate disasters hit. If they can read, if they have problem-solving skills, if they can advocate for themselves. Hundreds of millions of people will live more resilient communities if girls and women are empowered to employ more sustainable local solutions to the climate impacts that they are facing. I'm sharing my concerns, my anxieties, my sadness, and expiration with all of you because each person present has the capacity to make a difference. When I was younger, I didn't have someone to alter my narrative, but I'm sharing my own account in the hopes of influencing someone else's trajectory. Today, let's together transform this narrative, starting immediately. My name is Hilda. I'm a climate actionist and the founder of Fridays for Future in Uganda. Thank you.
On peut l'applaudir. Un témoignage très poignant, Eric. Peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre, au-delà du constat, vous qui travaillez sur la Biennale en lien avec l'Afrique, forcément, vous êtes touché par ce témoignage. Alors, je travaille avec la Biennale en lien sur effectivement deux journées qui sont organisées, qui seront la première édition des Montpellier Water Days, et on espère bien pouvoir les renouveler de manière régulière ensuite. Oui, alors il se trouve que par ailleurs, j'ai longtemps vécu et travaillé sur le continent africain. La question de l'eau est une question qui est effectivement extrêmement importante sur ce continent, dans différents endroits, mais ça s'exprime à peu près toujours de la même manière. En l'occurrence, le changement climatique, je dirais, ajoute quelque chose. Mais cette situation qui est décrite par Hilda, c'est une situation qui existe depuis très longtemps. Le fait que l'eau soit un facteur de discrimination dans un bon nombre de sociétés africaines, ça ne date pas des constats que l'on fait aujourd'hui sur le changement climatique. Le fait que ce soit les femmes et les filles qui aillent chercher de l'eau, ça n'est pas uniquement lié au changement climatique. C'est un problème de société qui est très vaste et très complexe et qui prend en ligne de compte un très grand nombre de facteurs. En revanche, je suis absolument d'accord avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire que c'est effectivement 200 millions d'heures par jour dans le monde pendant lesquelles les filles ne vont pas à l'école alors que les garçons y vont. Et ce facteur de discrimination, il est absolument inimaginable, invraisemblable, inacceptable. Parce que comment construire des sociétés plus égalitaires, comment construire des sociétés plus émancipatrices pour les filles, pour les femmes, si d'ores et déjà, et je dirais avant même la question du changement climatique, on était dans cette situation-là. Donc là, il y a un problème qui est un problème extrêmement compliqué et sur lequel on a peu de prise. Je ne veux pas faire de la pub pour l'UNESCO, mais il se trouve qu'il y a... Allez-y. Mais je vais le faire. Mais vous allez le faire quand même, on a compris. Il se trouve qu'il y a à l'UNESCO des chaires UNESCO. Les chaires, c'est un petit peu différent des centres. Les chaires, c'est plus petit, c'est monothématique. Et il y a des chaires UNESCO, notamment sur le continent africain, qui travaillent sur cette question de la place des femmes dans tout ce qui touche à l'eau. Et c'est intéressant parce qu'il y a effectivement à la fois ce qu'elle disait, c'est-à-dire des actions de terrain et des actions de formation. Parce qu'il y a un autre paradoxe qui est quand même assez invraisemblable, c'est que sur le continent africain en particulier, vous avez donc dans plus de 80% des cas, lorsqu'il n'y a pas d'eau à proximité du domicile, pour les Nations Unies, pas d'eau à proximité du domicile, c'est de l'eau de bonne qualité à un quart d'heure à pied. D'accord ? Ce qui est déjà pour nous est absolument invraisemblable il fallait qu'on aille chercher de l'eau à 15 minutes à pied. Donc dans 80% des cas, ce sont les femmes et les filles. Et donc je ne reviens pas sur ce que je viens de dire. Mais en revanche, lorsqu'on regarde l'implication des femmes dans les entreprises, dans la distribution de l'eau, dans l'organisation, etc., de tout ce qui touche à l'eau, c'est 17%. Voilà, donc il y a un effort, il faut ouvrir des formations, il faut travailler pour faire en sorte que les filles aillent à l'école, et puis il faut leur ouvrir des formations, parce que le constat que font les chaires également, c'est que lorsque elles vont sur le terrain, c'est évidemment plus facile, lorsque ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont été formées à l'école, à l'université, qui vont discuter, dialoguer avec les femmes dans les villages, c'est beaucoup plus facile que si on y envoie des hommes. Donc il y a tout ce travail-là qui est à faire autour de la question de la place des femmes dans tout ce qui touche à l'eau, et évidemment, les stress, les impacts que rajoute le changement climatique qui vient se surajouter. Donc on a bien compris que c'est un problème qui ne date pas d'hier. Ne vont pas aider à modifier les choses. Le travail est colossal. Le travail est colossal. Agnès Langevin, peut-être une brève réaction déjà à ce qu'on vient de voir au propos d'Hilda. Et puis sur la question de la gouvernance, elle fait un appel au niveau mondial, mais il y a la notion de commun, qui est quand même le titre de notre table ronde aujourd'hui derrière, qui est questionnée aussi. Peut-être votre réponse. Oui, on l'entend très fortement dans son appel par rapport à ce passage, cette conscientisation entre nous sommes maudits ou nous sommes victimes d'inégalités, de discrimination. Donc on voit bien son propre fil d'émancipation, ce qui est très intéressant. Et donc Valérie Masson-Delmotte le rappelait dans son intervention, c'est profondément une question
démocratique, bien sûr, de gouvernance mondiale, de rapport nord-sud. Je fais vite, comme on disait, même si géopolitiquement les choses sont un peu différentes aujourd'hui. Mais c'est bien sûr quels sont les intérêts, où est-ce qu'on les fait valoir, les intérêts pas uniquement des États, mais des multinationales. Et là, ça un exemple criant. Voilà, donc c'est toutes ces... Par rapport à l'accaparement de la ressource. Bien sûr, l'accaparement de la ressource, le fait que finalement, on sacrifie des populations, on sacrifie des enjeux environnementaux, des enjeux liés au vivant pour voilà, des bénéfices, des profits des multinationales. Et la question de la régulation derrière aussi. De la régulation. Et donc, nous, comment? Alors, évidemment, on peut s'engager, soutenir toutes celles et ceux qui font ces plaidoyers vraiment nécessaires et voir aussi les politiques publiques peuvent avoir des actions de coopération. L'UNESCO aussi fait un travail remarquable. Mais c'est nous interroger aussi sur ce que nous importons. Parce que quand ça a été rappelé aussi tout à l'heure, dans nos modes de consommation, on peut aussi modifier ce qu'on va importer, comment on va consommer, et faire en sorte que cette empreinte sur les ressources soit diminuée aussi par nos changements de mode de consommation ici, en France par exemple. Donc moyen d'action qui reste quand même limité. C'est ça quand même ce que vous êtes en train de dire, même si on peut faire des choses, mais elle questionne aussi la gouvernance globale. Oui. Parce qu'on va parler juste après, si vous le voulez bien, aussi de gouvernance locale sur la question de l'eau. Mais là, c'est aussi peut-être ce point numéro 1 qui est là au cœur de l'échange, non ? Eric ? Si vous voulez, il y a quelque chose qui est assez frappant, par exemple. Au mois de mars cette année, s'est tenue à New York la conférence des Nations Unies thématique sur l'eau. Il n'y en avait pas eu depuis 1977. Voilà. Donc, on avait oublié cette question de l'eau. Mais on avait oublié la question de l'eau, et notamment dans nos pays, finalement, la question de l'eau, on a un petit peu de mal avec ça, et on a un vrai besoin de changement de culture par rapport à ça, parce que finalement, l'eau est partout, donc elle est nulle part, et donc on ne la voit pas. En tout cas, depuis des décennies, dans nos pays, on ne la voit pas, l'eau. C'est la banalité du quotidien, c'est la proximité. Donc on ne la voit pas. Et finalement, on se rend compte, voilà, il a donc fallu 46 ans pour que, après la conférence sur l'eau thématique à Mar del Plata, s'en tienne une à New York. Et un des résultats, on peut se dire, c'est fantastique, mais... Qu'est-ce qui s'est dit dans cette conférence ? Alors, il s'est dit évidemment un certain nombre de choses, mais par exemple, dans 3 ans, il y aura à nouveau une conférence thématique sur l'eau. Donc on change de braquet. Donc au niveau ça, c'est l'intention, c'est bien. Ben, oui, mais c'est déjà pas mal. Ça part de là. C'est déjà pas mal, ça part de là. Il faut savoir se satisfaire des progressions au fur et à mesure. Je suis d'accord que la satisfaction est importante. Deuxième point. Mais il n'empêche qu'elle est insuffisante face aux urgences. Bien sûr qu'elle est insuffisante, mais vous n'allez pas, sur un claquement de doigts, à l'issue d'une réunion au niveau des Nations Unies, changer tout ce qui ne va pas dans le monde, et en particulier dans le domaine de l'eau. À certains moments de l'histoire, les claquements de doigts ont pu se faire quand même. Oui, d'accord, mais là, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai. Et voilà. Et donc, vous avez aussi, va être nommé un émissaire des Nations Unies pour l'eau. Ça n'existait pas. Il n'y avait donc pas véritablement de personne en charge de cette question au niveau des Nations Unies. Vous avez la COP climat, vous avez la COP biodiversité. On pourrait essayer de pousser pour qu'il y ait une COP de l'eau. L'eau, c'est vital. C'est quelque chose qui est tellement important. On pourrait, à un moment donné, avoir une COP de l'eau. Ça aurait du sens de pouvoir réunir régulièrement un ensemble de gens, décideurs, scientifiques, ONG, entreprises, parce que c'est un secteur dans lequel l'entreprise est importante. Et il faut pouvoir, à un moment donné, avoir des lieux dans lesquels les gens peuvent discuter. Ça me semblerait vraiment important. Donc les progrès se font, ils se font lentement, on peut le regretter. Mais malgré tout, il faut aussi savoir de temps en temps se satisfaire de la manière à laquelle ça avance. Est-ce que vous satisfaites également, pardon, merci, de cela, Agnès Langevin? Alors d'abord, je vais peut-être proposer à la présidente de la région, Carole Delga, de pourquoi pas monter une COP de l'eau. Je trouve que c'est une très bonne idée au niveau régional. Donc un lieu où on pourrait concerter, débattre, co-construire, avec cette dimension pour l'avoir vécu dans les Pyrénées-Orientales. Moi, ce qui m'a semblé, au-delà des solutions, des mobilisations, des engagements, que ce soit des collectivités, des entreprises, notamment le secteur du tourisme, c'est d'arriver
à abaisser le niveau de violence et de tension. Parce qu'on sait que sur le territoire, répartir la ressource en eau, surtout quand elle n'est plus au rendez-vous, entre les agriculteurs qui légitimement ont beaucoup souffert. Ça a été des récoltes tombées en termes d'arboriculture. Ça a été des vignes qui n'ont pas été vendangées, par exemple. Il y a aussi, de l'autre côté, évidemment, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est débit minimum, pour notamment les fleuves, la biodiversité. Et puis, il y a eu tout le monde économique et tout l'aspect citoyen, avec la grande question de l'été. Alors, ça a été, est-ce que je vais pouvoir remplir ou pas ma piscine ? Donc, on voit tous les degrés. Pas dans le même débat, là. Non, mais c'est quand même la réalité de ce que vous vivez quand vous êtes sur un territoire, des enjeux d'agricoles, avec dans un quartier, vos voisins qui se disent « Ah, mais comment je vais remplir ?» C'est ça la réalité. Et donc, comment on va embarquer avec des priorités qui peuvent nous sembler disproportionnées, mais qui sont finalement de là et du prisme de là où partent les gens. Et c'est ça qu'il faut vraiment organiser pour abaisser ces niveaux de violence. Et du coup, ce qu'il manque, c'est vraiment, et je le redis, ce cadre démocratique de partage de la ressource, même quand ce sont des eaux non conventionnelles, pour faire en sorte que tout le monde soit entendu et pas uniquement des représentants, j'ai envie de dire, institutionnellement installés. Effectivement, c'est un point extrêmement important, la question démocratique que vous posez sur les territoires, évidemment en Occitanie ici. Vous évoquiez une COP de l'eau à venir. Je vais le proposer à la présidente. Possiblement, comme soufflé par votre voisin, et vous l'aviez forcément déjà en tête avant. Mais en tout cas, d'autres territoires sont déjà dans cette dynamique. Dans d'autres régions, on parle d'assemblée de l'eau, on parle de parlement de la Loire, on parle sur le Rhône aussi. Donc, ces assemblées, comment vous les imagineriez en Occitanie ? Citoyenne, forcément, et démocratique. C'est ça. On a déjà mis en place, dès 2016, de la concertation. C'était un plan H2O 2030. Là, il y a eu encore des concertations. Mais ce qu'il faut arriver à faire, en dehors de ces temps qui sont très importants, c'est le suivi. Le suivi à la fois de l'évolution, le suivi des engagements pris, et donc d'avoir des lieux ressources articulés au climat, articulés à l'aménagement du territoire. Voilà, il ne faut pas non plus multiplier les différentes instances, mais de pouvoir avoir quelque chose en lien avec les scientifiques. Je pense notamment à la suite ce qu'on appelle un GIEC régional, et de pouvoir mutualiser et faire en sorte qu'on ait à la fois de l'accès à la connaissance, de la ressource, des solutions, de la mobilisation, mais aussi de bien poser comment on construit ce partage, cette eau en commun dans le monde nouveau. Merci à tous les deux pour ces échanges. Vous pouvez les applaudir. Je vous propose de passer à la séquence de questions-réponses, de lever la main comme tout à l'heure. On va vous passer le micro. Madame, ici, s'il vous plaît, votre prénom, bonjour. Bonjour, Nathalie. Vous êtes de quel coin, Nathalie ? Agde. Agde, très bien, on vous écoute. Bon, alors, merci à vos intervenants. Moi, je suis très intéressée par cette histoire de démocratie autour d'une ressource qui se fait rare. Parce qu'effectivement, on a été confrontés cet été, les uns les autres, à des interdits, des arrêtés préfectoraux, puisque la ressource devient rare. Mais disons que c'était pas... Voilà, alors après, il y a eu un cadre réglementaire pour mettre plus de justice dans les restrictions, ce qui semblait ça. La dernière fois que moi, personnellement, en tant que citoyen, j'ai été invitée à pouvoir débattre autour de la question de l'eau, c'était la Commission nationale du débat public, à l'occasion du projet Aquadomicia. Très bien, votre question, s'il vous plaît. Alors, la question à Agde, il s'est trouvé que les citoyens qui étaient dans la salle étaient opposés au projet. Parce que, derrière, il y a une société privée. Les glaciologues, d'après ce que j'ai compris, l'eau du Rhône, donc Aquadomicia, c'est faire venir l'eau du Rhône pour arroser nos terres d'Occitanie. Le Rhône, à partir du moment où les glaciers fondent, il n'y a plus d'eau dans le Rhône. Voilà. Donc ma question, c'est, oui, à quand, à nouveau, des instances pour pouvoir débattre des usages de l'eau
À quoi est-ce qu'on utilise cette eau qui devient rare et qui est un bien commun? À remplir les piscines, comme vous le... Effectivement, ma maraîchère, dans un premier temps, elle ne pouvait plus arroser ses légumes, voilà. Ou alors, à la fin de sa journée de travail, à partir de 20h, elle avait le droit à arrêté préfectoral, voilà. Sur la ville de Béziers, il y a une dérogation par rapport à cet arrêté préfectoral qui faisait que le cœur de ville, on avait le droit d'arroser. À ce compte-là, on arrosait n'importe comment. On a très bien compris Voilà, votre question. On va laisser les intervenants tout à fait. répondre. Et donc, et on vous remercie beaucoup pour je suis cette question. content qu'il y ait... Et nous aussi. On est très content de cette question. Madame Langevin, peut-être. Si vous avez des éléments de réponse, peut-être. Des éléments de réponse, moi je pense que c'est vraiment peut-être qu'on l'a pas assez fait, qu'on l'a mal fait, mais vraiment c'est la clé pour moi sur ce prisme, bien sûr, d'égalité, de partage, d'usage, mais aussi d'abaissement du niveau de violence. Pour moi, c'est quand même dans ce qu'on vit en ce moment, dans ce qu'on traverse, les choses vont être dures. Et je pense que la priorité, c'est vraiment d'instaurer ces cadres. Alors, c'est pas simple. Il faut aussi accepter qu'on ne soit pas d'accord. Ça, voilà, tout ne peut pas converger, mais de construire, et ça a été dit, des alliances, des progrès. Et voilà, refaire... Pour une concertation apaisée, brièvement. Oui, mais de pouvoir s'entendre, consentir chacun à des efforts, à des renoncements pour essayer d'avancer. Je pense que c'est trouver très un compromis, important. donc, Oui, collectif. Juste très vite, et pour aller dans le même sens, parce que je crois que la solution, enfin, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce que vous dites est très juste. Il faut accepter d'entendre les besoins des autres. Parce qu'on est quand même dans un pays où on n'a pas vraiment la culture du compromis. Or, sur des sujets qui sont aussi compliqués que celui-là, parce qu'on peut toujours dire, oui, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. La question de l'eau, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est d'une rare complexité, elle est partout. L'eau, c'est votre quotidien, mais c'est aussi le quotidien de tous les gens qui sont dans cette salle, qui ont des besoins, des attitudes, des fonctionnements, etc. différents, des activités différentes. Et donc, à un moment donné, vous avez des besoins agricoles, vous avez des besoins industriels, vous avez des besoins domestiques, etc. etc. C'est un domaine d'une rare complexité. Et si à un moment donné, nous ne sommes pas capables collectivement de comprendre que les choses ne passeront qu'à travers des compromis, alors à ce moment-là, effectivement, on n'arrivera pas à abaisser le niveau de violence sur cette problématique-là. Merci beaucoup. Donc il faut arriver à faire en sorte que le compromis devienne non pas une exception, mais la règle en ce qui concerne les problématiques de l'eau. Alors, la sobriété, j'aimerais qu'on parle parfois d'efficacité aussi. On va prendre d'autres questions parce que le temps est compté. Le compromis, vous l'avez dit. Et ben là, c'est le partage du temps de parole. Un autre, là-bas, madame. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce temps qui est organisé. J'avais une question précise pour vous, madame Agnès Langevin. Actuellement, donc là, tout au long de ces conférences, on a parlé de l'eau. Un des enjeux aussi qu'on a, c'est vis-à-vis de l'artificialisation de la terre et la non-capacité de nos sols aujourd'hui à garder l'eau au sein de réabsorber l'eau. Actuellement, on a un petit sujet qui concerne la région avec l'extension de l'autoroute A69 et notre très cher compatriote qui est aujourd'hui en grève de la faim depuis 14 jours, donc Thomas Braille. Et donc ma question, c'est est-ce que pourriez-vous demander à madame la première, enfin pas la ministre, Delga, merci, de recevoir monsieur Thomas Braille pour en discuter en même temps que vous discuterez de la conférence de l'eau. Merci beaucoup. Bon, ma position personnelle est connue, je me suis exprimée publiquement, donc c'est pas ça le sujet. Par contre, nous avons, au nom du groupe écolo, indiqué à la présidente que c'était important, quelle que soit la position qu'elle a prise sur ce dossier, qu'elle reçoive et qu'elle écoute Thomas Braille, qui est parti maintenant à Paris. Elle lui a répondu et une réunion est en cours de calage en région. Pour l'instant, il n'y a pas l'annonce de la venue de Clément Beaune, mais une réunion est prévue. Il y a une date autour du 21 septembre qui est en discussion. Une autre question? On va changer peut-être de... Oui, on va repasser du local au global, si vous voulez. Monsieur, oui, allez-y, très bien, merci. Juste vous voulez ma place, peut-être? Une petite remarque sur
Hilda, en fait. Votre prénom, s'il vous oui, plaît, monsieur. Gabriel. Enchanté. Juste pour. Moi, j'ai vécu dans la région, donc c'est pas uniquement l'Ouganda, c'est tous les pays autour qui ont le même phénomène de pluie. Et le problème, je ne suis pas hydrologue non plus, mais quand il y a ces phénomènes de pluie, c'est phénoménal. Toutes les rues sont inondées et il n'y a plus d'eau potable. C'est-à-dire que les gens, ceux qui ont des bouteilles d'eau, boivent, mais il y a un gros problème d'eau potable. Bon, ça, c'était juste la remarque. Ok, votre Et question, une s'il vous question plaît. pour Eric Servat, c'est simplement, est-ce qu'à partir de la conférence de New York et la position de l'Union européenne, je ne sais pas où ils en sont maintenant, sur l'eau en tant que bien commun et même droit de l'homme, on pourrait dire. Est-ce que ça avance la réflexion? Je sais qu'il y a des réflexions en France là-dessus, je ne sais pas où ça en est. Eric Servat, vous pouvez nous éclairer peut-être là-dessus ou... Je pense que, oui, c'est-à-dire que je vois pas bien la question, mais l'eau est effectivement considérée comme un bien commun, et donc ça implique, pardon, juridiquement, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit effectivement écrit noir sur blanc dans l'ensemble des constitutions des différents pays. Et effectivement, il y a des endroits où il va falloir continuer à pousser dans cette direction-là pour que on puisse garantir aux gens l'accès à l'eau dans tous les pays, absolument. Alors, et peut-être une réaction sur cette question des communs. J'ai envie de terminer là-dessus avant de laisser la parole à Aya pour la conclusion graphique. Est-ce que justement, c'est intéressant cette question quand même. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut pousser, d'aller vers un constat, un compromis collectif pour que ça devienne véritablement un commun, cette eau, Agnès Langevin? Et peut-être pas uniquement un bien commun, mais un commun. Alors il y a beaucoup de travaux qui définissent ces communs, qui les interrogent au regard des enjeux bien sûr sociaux, de lutte contre les inégalités, au regard du changement climatique. Et oui, l'eau, ça a été dit, c'est le pilier comme l'air finalement que nous respirons. Donc on ne peut pas envisager de vivre, de se projeter sur un territoire sans faire de cette question de l'eau un commun et pas uniquement un bien commun. Alors comment on travaille les communs? Ça, il y a plusieurs écoles, j'ai envie de dire, pour construire ces communs dans des communautés de vie ou des communautés d'acteurs. Mais là, ça supposerait un grand débat avec des spécialistes sur comment on construit ces communs, avec aussi des réciprocités, parce que des communs, c'est aussi des modalités de contractualisation, d'implication. Ça peut être entre le rural et l'urbain, entre le sud et le nord, entre tel ou tel type d'acteurs. Donc, mais beaucoup de courants y travaillent. Et peut-être que vous connaissez, qui est Cynthia Fleury, qui travaille beaucoup sur cette question. Voilà, donc, et ça, c'est peut-être des débats qui pourront avoir lieu dans la COP de l'eau. On vient juste de les démarrer. Voilà, ça y est, la COP de l'eau est lancée. Allez, c'est parti. En Occitanie, on va attendre de savoir si c'est confirmé, mais en tout cas, on voit qu'il y a une attente. Merci à tous les deux, merci au public. Ces débats sont à voir et à revoir sur le site du Monde Nouveau d'ici 48 heures. Et je vais laisser la parole à Aya pour nous raconter sa conclusion graphique. A tout de suite pour poursuivre sur la résilience agricole et alimentaire. Alors, l'eau en commun, voilà. On a commencé par faire ce constat, encore une fois, de dire, voilà, plus 1 degré en température, c'est plus 7% de précipitation. Donc bon voilà, pour faire le lien entre la conférence, avec la conférence précédente où on était comme ça sur des constats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça, forcément, ça induit en fait une gouvernance de crise. Donc ça induit forcément des actions à forte politique, à fort impact. Et voilà, à travers notamment le plan eau, à travers des choses qui ont été faites aussi en matière de restauration, de régulation, de préservation, de tarification, tout ça à échelle réellement locale, à l'échelle d'un territoire, puisque nous avions ici quelqu'un pour nous en parler.
Et tout ça avec vraiment l'angle, tout converge vers ce pilier qui est la sobriété. La sobriété, voilà, donc c'est vraiment ce vers quoi aujourd'hui on doit converger. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et puis évidemment, alors à côté de ça, on a eu un témoignage au milieu qui était juste voilà, qui jette un peu un énorme pavé comme ça, qui est accablant d'inégalités, voilà, où on est face à ce temps passé, 200 millions d'heures pour ces femmes en Afrique pour aller chercher de l'eau et qui ne vont pas à l'école pendant ce temps-là et donc qui ont moins de moyens pour s'en sortir, et voilà. Et tout ça, ça nous laisse un peu sans voix. Alors derrière, voilà, il y a des choses, on essaye, on réagit. L'UNESCO, à échelle de l'UNESCO, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs COP. Il y a le COP était évoqué en fait le fait de faire sortir, une COP de l'eau. Et si aujourd'hui, donc c'est quand même pas rien, émerge voilà la COP de l'eau. Et ouais, il faut malgré tout se satisfaire de ce qui existe. Voilà. Et puis cette question en filigrane qui est apparue, qui est la question de l'eau. Qui évidemment traverse tout, l'eau qui est partout, l'eau qui fait ce lien entre tout et qui en même temps nous désunit, mais l'eau, oui, parce qu'à échelle locale, on voit bien, est-ce que je vais pouvoir remplir ma piscine ? Bon, effectivement, on voit bien le genre de questions qui arrivent. Tout ça nous laisse toujours sans voix, mais l'eau est-elle un bien commun ? Donc voilà, et ça suit un peu et ça traverse un peu toute la fresque. L'eau est-elle un bien commun ou, et je finirai par ça, tout en haut à droite, ou un commun ? Et voilà, et ça c'est, on va dire en tout cas une question qui est ouverte et qui a été posée en fin de conférence. Merci à toutes et à tous, merci à la technique, à la réalisation pour cette vidéo aussi, aux intervenants, au public. Et je vous dis à tout de suite pour celles et ceux qui veulent continuer pour transformer un système qui épuise les humains et la terre, la question de la résilience agricole et alimentaire. À tout de suite.